l'objectif de cette intervention, c'est un peu d'interroger finalement en tant que praticien, en tant que formateur, en tant que professionnel de l'éducation physique, d'interroger un peu quel serait le modèle d'une pratique physique durable et dans nos pratiques professionnelles, quels seraient les éléments qui permettraient de définir d'éduquer véritablement à l'environnement et quel serait le rôle de l'EPS dans cette éducation à l'environnement. Avec l'objectif, et vous le verrez un peu tout au long de notre présentation, de dépasser cette vision qui est souvent focalisée sur les éco-gestes citoyens, sur la transmission d'éco-gestes ou de connaissances sur l'environnement, mais aussi comment est-ce qu'on peut envisager de repenser notre rapport à l'environnement de façon plus générale. Donc la présentation elle va se dérouler en différents temps. On va essayer de partir vraiment au départ de questions un peu générales, de questions vives sur cette question de l'éducation à l'environnement, pour ensuite aller vraiment vers le cœur de la leçon d'EPS au travers des expériences que vivent les élèves au cœur de la leçon. Et puis ensuite, notamment sur la question des techniques corporelles, du rapport à l'environnement direct. Et ensuite, on prendra un peu de hauteur à la fin pour être plutôt sur des questions de cohérence pédagogique, de regard un peu critique sur le système aussi aujourd'hui, pour essayer d'investiguer un ensemble de pistes et puis d'engager le débat aussi avec vous sur ces questions-là, en essayant de cibler du cœur de la leçon jusqu'à toute l'activité d'un enseignant d'EPS dans ces différentes missions. Donc déjà pour contextualiser au départ cette question de l'environnement, on commence à s'y intéresser en EPS. On pourrait se dire que ça arrive un peu tardivement par rapport à d'autres disciplines ou en tout cas par rapport au système scolaire où il y a beaucoup de prérogatives qui quand même étaient arrivées depuis longtemps. C'est une situation qui est un peu paradoxale puisque finalement l'EPS s'est toujours vanté ou saisi en tout cas des enjeux sociétaux et des problématiques sociales et sociétales. On en avait parlé, mais de prendre l'exemple du sujet décrit du CAPES, si vous l'avez vu dernièrement, cette question de la relation entre l'EPS et puis les enjeux sociétaux aujourd'hui. Mais pour autant, sur la question environnementale, les préoccupations, elles arrivent assez tardivement. On commence à s'y intéresser, on commence à s'interroger sur ces questions-là, comme si finalement on s'était toujours dit que par les activités de pleine nature, on pouvait éduquer naturellement à l'environnement. Donc c'était un peu un présupposé, mais la question de quelles sont les formes de pratique et les conditions de pratique qui permettent aujourd'hui d'éduquer à l'environnement, on commence à s'y intéresser par rapport à ça. La question environnementale, elle apparaît quasiment pas dans les textes officiels, ou alors on le verra d'un point de vue très contrôlant sur l'environnement, d'un point de vue vraiment sur les connaissances sur l'environnement. Elle apparaît très peu en formation, mais aussi parce que dans les concours de recrutement, c'est une question qui reste absente pour l'instant. Et donc c'est quelque chose qui évidemment est un élément de contexte important à prendre en compte et on est très content de pouvoir échanger sur cette question-là aujourd'hui. Si on prend donc un peu de questions sur le système éducatif en général, on a beaucoup de dispositifs qui sont développés autour de la question environnementale, mais qu'on pourrait envisager qui sont un peu en dehors des disciplines scolaires, en dehors de la classe et en dehors du quotidien de la classe, notamment à travers un ensemble de dispositifs ou d'actions de sensibilisation, par exemple sur les actions des éco-délégués, sur les labellisations d'établissements, où finalement on vient un peu reléguer ces questions des éducations A, et notamment de l'éducation à l'environnement, en dehors des contenus disciplinaires, en dehors des apprentissages fondamentaux et en dehors de ce qu'on fait dans le cœur de la classe et dans le quotidien. Dans beaucoup d'établissements, on a encore beaucoup d'actions qui sont plutôt ponctuelles, qui sont sur des actions de sensibilisation à l'environnement, de transmission d'éco-gestes. On est sur faire attention à la lumière, à trier ses déchets, à faire des composts. Évidemment que c'est fondamental, mais on verra aussi que ça nous renvoie à une vision un peu individuelle, individualiste de l'environnement, sur des éco-gestes qui ont évidemment un impact si tout le monde transforme ses comportements. Pour autant, et on le verra plutôt à la fin, ça ne remet pas en question le système global dans lequel on est, et ce qui est peut-être le plus impactant d'un point de vue environnemental et d'un point de vue plus systémique. Finalement, parfois ça peut être critiqué par certains auteurs sous des formes de greenwashing, cette question de l'éducation à l'environnement, où on vient se déculpabiliser de certaines actions qui sont d'un point de vue environnemental un peu mineurs, de réduire ses déchets ou d'avoir un compost. Mais pour autant, ça n'interroge pas nos modes de vie de façon globale, notamment nos modes de déplacement et notre façon d'habiter ou de voir notre environnement, notamment notre environnement naturel. Voilà globalement sur ces éléments de contexte d'un point de vue de l'EPS et d'un point de vue plutôt du système scolaire.
Si on prend un peu un outil conceptuel qui permet de comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur 2 conceptions de l'éthique qui permettent finalement de caractériser notre relation à l'environnement et la façon dont on envisage notre vision de l'environnement et la façon dont on l'habite. C'est d'un côté, alors le petit schéma à gauche, c'est la vision anthropocentrique de l'environnement. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais c'est l'idée que l'être humain se trouve vraiment au milieu du système et au milieu de la structure, au milieu des autres composantes de l'environnement. Cette vision anthropocentrique, elle amène à ce qu'on perçoive toutes les composantes de l'environnement d'un point de vue très utilitariste, c'est-à-dire chaque composante a une valeur par rapport à l'utilité qu'elle a pour l'être humain. C'est-à-dire que c'est uniquement vu en termes de ressources, qu'elles soient... que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, c'est vraiment vu uniquement en termes de ressources et d'utilité pour notre survie, pour nos besoins, pour notre bien-être. Et donc ça amène un petit peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est ce phénomène de surcompensation et de penser de surconsommation, et de penser que finalement tout nous appartient et qu'on peut consommer tout ce qu'on veut selon nos besoins, notre volonté de progrès, de développement, sans aucune mesure et sans aucun respect des autres composantes. Évidemment, cette vision anthropocentrique, elle est caractéristique aussi du monde du sport sur lequel nos pratiques s'appuient, où le modèle s'est développé sur la question du contrôle, de l'opposition, de la domination, de la maîtrise de l'autre et de l'environnement, et notamment dans les activités et les pratiques de pleine nature, où finalement on aménage et on exploite l'environnement naturel au profit de nos loisirs, de nos désirs et simplement d'un loisir sans forcément prendre en compte l'environnement. On a mis une image du surf qui est assez caractéristique de cette question-là. Finalement, on a toute une politique dans des spots qui peuvent être perçus comme dangereux, où il y a des accidents par rapport aux requins, et finalement on vient mettre en place un ensemble d'outils, de technologies qui viennent sécuriser, aseptiser cet environnement simplement au profit de l'activité humaine, mais au détriment de l'habitat naturel et de toute la faune et la flore locale. Donc finalement, dans cette vision anthropocentrique, l'humain ne se sent pas appartenir à cet environnement. C'est comme si c'était quelque chose qui était d'extérieur à lui et qui vient exploiter et utiliser comme il veut, mais sans forcément s'y sentir complètement appartenir. Et donc ça, on le retrouve à la fois dans le monde du sport, mais aussi dans le monde de l'éducation, où la vision, je vous disais tout à l'heure, qui était plutôt centrée sur des dispositifs en dehors de la classe, cette vision de vouloir transmettre le plus de connaissances possibles sur l'environnement continue en fait aussi à véhiculer cette vision anthropocentrique. On cherche à avoir le plus possible de connaissances sur notre environnement, on cherche à le maîtriser, à vouloir le connaître le mieux possible dans cette perspective de maîtrise et de contrôle. Pour autant, on reste dans une vision un peu dualiste entre nous et notre environnement et on ne se sent pas forcément appartenir. Ça reste quelque chose qui est à côté de nous, qu'on cherche à comprendre, à maîtriser et un ensemble de connaissances associées. La vision anthropocentrique, elle est aussi souvent critiquée dans le fait de vouloir protéger l'environnement. Il y a beaucoup d'actions ou de dispositifs qui se font dans l'idée de protéger notre environnement naturel. Mais là encore, on peut l'analyser d'un point de vue anthropocentrique dans l'idée qu'on le protège pour que nous, on puisse survivre et que l'être humain puisse continuer à survivre sur Terre. Et donc on reste dans une vision encore anthropocentrique. On parle souvent de l'Amazonie pour protéger comme le poumon de la planète qui va être vital pour notre survie. Donc on reste encore dans cette vision vraiment séparée entre l'humain et son environnement. À droite, vous avez dans le schéma cette vision plutôt à l'inverse qui est écocentriste, où en fait finalement toutes les dimensions du système, toutes les composantes du système ont une valeur en tant que telle. Il n'y a pas forcément de hiérarchie entre toutes les composantes du système. Donc on est vraiment sur l'idée que chacun a sa place, quelle que soit son utilité, et la valeur elle est en tant que telle, elle n'est pas forcément associée à son utilité pour l'homme ou à son utilité pour quelqu'un d'autre. Et donc on est vraiment sur 2 conceptions complètement différentes des relations qu'on peut avoir entre l'individu et son environnement, où vraiment dans la conception écocentrique, on est sur une valeur en tant que telle, peu importe son utilité pour l'être humain. Et donc on voit bien qu'on est à l'extrême opposé de cette conception écocentrique, qui demanderait de repenser l'ensemble de nos modes de vie, de nos modes de consommation et notre rapport à l'humain. Elle interroge aussi, et Nicolas en parlera un peu, sur cette idée d'effacement de l'individu par rapport à ce monde-là. Et donc comment est-ce qu'on trouve finalement
un équilibre et comment est-ce qu'on peut retrouver un mode de relation à notre environnement sans forcément être dans une conception trop extrême. Donc voilà, finalement, ces deux conceptions qui vont de l'anthropocentrisme à l'écocentrisme, elles permettent surtout de comprendre en fait la relation qu'on a à notre environnement et la relation qu'on a dans notre façon d'y habiter, de consommer, de le vivre et dans la façon dont on le perçoit. D'une vision d'un côté plutôt dominante et contrôlante vers une vision peut-être plus harmonieuse et plus en symbiose avec cet environnement naturel. Et on le retrouve ça dans notre quotidien, dans toutes les activités qu'on a au quotidien, dans notre mode de consommation, évidemment dans les pratiques physiques et sportives. Et donc c'est aussi pour ça qu'on avait voulu avoir cette vision-là, pour mieux comprendre après les éléments qu'on va évoquer. Voilà l'idée. Donc l'importance à la fois de mieux le connaître, de mieux l'appréhender, mais aussi de s'y reconnecter et de développer des relations beaucoup plus bienveillantes et empathiques avec celui-ci. Ouais. Donc je vais poursuivre en essayant de montrer que les réponses éducatives à l'urgence de la crise écologique ne sont peut-être pas dans la précipitation, dans l'agitation éco-citoyenne, et que certes il y a une urgence à agir en faveur d'une relation plus harmonieuse, plus équilibrée avec ce qui nous est extérieur, mais il me semble que la contribution de l'EPS, elle est plus à rechercher dans des transformations silencieuses, durables, des manières d'être au monde, plutôt que dans des simples gestes éco-citoyens. Il y a plus à gagner en se questionnant sur ce qui peut se transformer dans la relation que l'élève entretient avec l'environnement au cours de ses apprentissages dans les pratiques physiques et sportives, que à artificialiser des gestes, artificialiser des rôles, artificialiser des pratiques qui n'auraient pas vraiment de signification culturelle, qui n'auraient pas trop d'enjeux en termes d'enrichissement de la motricité, qui confondraient comme assez souvent objet d'étude et finalité. Et donc je pense que la contribution spécifique de l'EPS à une éducation à l'environnement, elle est plus à rechercher à travers l'expérience corporelle qu'à côté, qu'en dehors. Dit autrement, je ne pense pas que ce soit des gestes éco-citoyens qui éduquent. Ce qui éduque, c'est surtout le sens qu'on peut donner à ces gestes. Et Léa l'a montré tout de suite sur des écologies qui seraient plutôt utilitaristes dans une vision anthropocentrée. Quand on agit en faveur de l'environnement pour se protéger soi-même, avec l'exemple de l'Amazonie, finalement on aiguise plus le respect de sa personne que le respect de l'environnement. On aiguise plus sa bonne conscience qu'une conscience écologique. Et donc pour qu'il y ait du sens, il me semble, il faut qu'il y ait du sensible. Des dispositions à agir en faveur d'une relation plus équilibrée, plus harmonieuse avec l'environnement, elles ne peuvent se construire que sur une sensibilité à ce qui nous est globalement extérieur. Et c'est donc pas qu'une affaire d'opinion, c'est pas qu'une affaire de connaissance, c'est aussi une affaire d'émotion. La relation affective avec l'environnement, elle est à mon avis déterminante pour former, dans le sens de ce qu'on pourrait appeler, puisque c'est une notion assez en vogue, une littératie environnementale. Et ça tombe bien parce que on peut se référer à un vadémécum, le vadémécum de l'éducation au développement durable, qui vise à traduire les 17 objectifs définis par l'UNESCO sur le développement durable, et qui propose de mener ce projet global en liant plusieurs choses, en liant l'action à la connaissance, en liant la raison à l'émotion et en liant le sens au sensible. Alors c'est un beau projet, sûrement que c'est un projet très ambitieux, peut-être en décalage avec la façon dont on vit l'éducation au développement durable dans les écoles, mais en tout cas quand on lit ça, on se dit qu'on a une belle carte à jouer. L'EPS a toute sa place parce que je pense qu'on est aux avant-postes pour éduquer physiquement, par l'action, par l'émotion, par le sensible à l'environnement. Mais pourtant, ça n'a rien d'évident. Je me réfère à un dossier de veille de l'IFE qui portait sur une revue de littérature sur l'éducation à la biodiversité, qui avait été cité en introduction de cette soirée. Et dans ce dossier, il y a plein de belles idées. Il y a 56 pages de belles idées, j'en ai remis quelques-unes ici. La connaissance seule ne suffit pas pour initier des changements de comportement.
les expériences directes de la nature, le contact direct avec la nature pendant l'enfance, c'est ce qui contribue le plus à avoir une répercussion sur la relation à la nature tout au long de la vie. Le jeu libre dans les environnements naturels est positivement corrélé à une plus grande empathie vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la nature. Le sentiment d'appartenance, le fait de se sentir appartenir au monde naturel, qu'on peut appeler aussi une identité environnementale, c'est le facteur qui est le plus prédictif de la préoccupation et du comportement environnemental. Et puis, la pensée critique qu'on recherche, la pensée complexe autour de cette question de l'environnement, si elle est guidée par un engagement moral, cet engagement moral, il est lui-même ancré sur de l'empathie, sur de la sympathie, sur de la bienveillance. Quand on lit ça, on se dit, c'est une merveilleuse place qu'on peut avoir l'EPS pour aller dans le sens de ses idées. Et pour autant, quand on lit les 56 pages, on se rend compte que jamais l'éducation physique est abordée dans ce dossier. On voit entre les lignes, mais ça veut bien dire qu'il y a un travail à faire, il y a une explicitation à faire. C'est un peu l'enjeu ce soir et des prochaines idées que je vais avancer. Ça ne va pas de soi que l'EPS concourt spécifiquement à l'éducation physique à l'environnement. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu de concret et d'EPS et d'empirie sur ces idées, mais ça suppose d'être disposé, alors je vais utiliser un gros mot, mais sur un plan ontologique, en termes de vision de l'activité humaine, en termes de vision de la vie. Ça suppose d'être prédisposé à voir ce qui se joue sous nos yeux et à oser dire ce qu'il y a d'intéressant dans ce que les élèves apprennent en termes de relation à l'environnement. Pour le dire autrement, les recherches empiriques qu'on peut mener en EPS, elles peuvent apporter quelque chose sur un éclairage autour de la question de l'écologie. Mais avant la recherche, c'est surtout l'idée qu'on se fait de l'environnement et de la nature qui est importante. J'ai remis 2 phrases de Merleau-Ponty que j'aime beaucoup dans un cours sur la nature au Collège de France. Alors je ne les ai pas découvertes tout seul, je les ai découvertes à travers Descola qui reprend ces phrases. Et il dit ce n'est pas le développement des recherches scientifiques qui a changé l'idée de nature. C'est le changement de l'idée de nature qui a permis les découvertes scientifiques. Donc dans ce qu'on voit, dans ce qu'on peut obtenir quand on recherche, ça dépend des options théoriques, des options qu'on prend. Et sans exclure d'autres paradigmes, c'est une des richesses d'un des paradigmes qui nous fait fonctionner avec Léa. Je te mets avec moi. C'est le paradigme de l'inaction. Parce que par rapport à d'autres paradigmes, l'inaction nous amène à considérer l'apprentissage autrement que simplement dans un sujet. Ce n'est pas simplement des transformations internes chez un élève, mais apprendre, c'est transformer le couplage entre l'élève et l'environnement dans lequel il agit. Ça veut dire que quand on apprend des techniques, on ne construit pas que des nouvelles manières d'agir, des manières d'agir plus efficaces. Ce qu'on transforme aussi, c'est une manière d'être en situation, c'est une relation avec un environnement qu'on perçoit plus finement, qu'on éprouve et avec lequel on arrive à se rendre un petit peu plus complice.